Merci Stéphane. Bonjour chers et chers collègues. J'ai une bonne nouvelle pour vous, vous n'avez jamais été aussi près de la fin du colloque. Et ça veut dire jamais aussi près de la fin de semaine. Alors, j'ai intitulé cette intervention « Enraciner une culture qualité » parce que je pense que s'intéresser aux effets des démarches qualité, c'est s'inscrire évidemment dans la durée. Et s'inscrire dans la durée, c'est évoquer un changement culturel. Donc, je remercie les membres du comité de m'avoir associé à cette rencontre et de me donner l'occasion de partager avec vous quelques réflexions sur cette notion de culture qualité. Évidemment, chemin faisant, j'essayerai de faire des liens avec ce que j'ai vu et entendu pendant ces 3 jours. Malheureusement, avec l'âge, mon don d'ubiquité s'est beaucoup péjoré et je n'ai pas tout entendu. Mais j'ai lu, et donc, à l'évidence, mes liens seront non seulement partiels, mais de toute façon, ils seront partiels. Et je ne citerai bien sûr personne, je ne veux pas me retrouver en cours. Donc, cette notion de culture qualité est quelque chose qui a pris un essor assez intéressant dans l'enseignement supérieur depuis une quinzaine d'années, en quelque sorte, maintenant. Parce que c'était une espèce de contrepoids aux notions d'alors de contrôle qualité qui avait une image extrêmement froide, rigide, bureaucratique. Et alors la notion de culture qualité, on mettait des émotions, on mettait de l'humain et c'était évidemment quelque chose de plus parlant. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse en passant, puisque j'ai entendu que, dans le fond, on n'était pas nécessairement tous d'accord sur ce que c'était la qualité. Alors, permettez-moi juste de rappeler que depuis, si on regarde la littérature, à peu près 2006, on est tous d'accord qu'on ne sera jamais d'accord sur une définition unique de la qualité. La deuxième chose que j'aimerais évoquer, c'est que dans mon approche, je me réfère à la définition qui est la plus répandue dans l'enseignement supérieur. À peu près 85% des établissements d'enseignement supérieur s'y réfèrent, c'est-à-dire la qualité. La définition de la qualité, c'est fitness for purpose, c'est-à-dire la qualité, c'est de faire ce pourquoi on existe et ce qu'on a prévu. Donc, on va aborder ces notions de culture qualité et je le ferai en 3 volets très inégaux, en essayant d'aborder ces 3 questions, pourquoi, c'est quoi, et quelques enjeux qui sont liés à cet enracinement de la culture qualité. Alors, pourquoi s'intéresser à développer une culture qualité, à l'enraciner dans l'institution? Alors, j'évoque ici un certain nombre de raisons. La première raison que vous voyez ici, c'est qu'en fait, évidemment, il ne suffit pas d'avoir des standards pour améliorer la qualité, notamment parce que des standards sont toujours assez partiels dans la description de nos activités et ils ne garantissent que partiellement nos efforts. Le deuxième élément qui me semble important de rappeler, c'est que, et il y a toute une littérature et de recherche là-dessus, les mécanismes externes d'assurance qualité n'améliorent pas nécessairement la qualité. Donc, je ne voudrais pas donner trop de recherche parce que ça va vous déprimer, ce n'est pas le bon moment, mais sachez que c'est un élément qui est important. Et il est clair que c'est aussi indiqué par un certain nombre de travaux qu'il n'y a pas d'effet réel s'il n'y a pas une appropriation de ces démarches qualité. Et donc cette notion d'appropriation renvoie à la notion de culture que nous allons explorer un peu plus maintenant. Donc qu'est-ce que c'est la notion de culture qualité? Alors, je vais me référer ici à une notion plus globale qui est bien connue, même si elle ne fait pas nécessairement l'unanimité, c'est la notion de culture organisationnelle. Alors, la notion de culture organisationnelle ne fait pas non plus l'unanimité dans sa définition, mais ce que je pense assez clair, c'est qu'on retrouve, si on prend les éléments là-dessus, il me semble qu'il y a une notion qu'on retrouve toujours dans ces éléments, c'est des valeurs qui sont au cœur de la notion de culture. Ce qui est là, ce qui fonde les cultures, ce sont des valeurs, des qualités qu'on privilégie, des priorités que nous allons avoir. Et alors, il y a aussi des attitudes, des comportements, des choses comme ça, on reviendra un petit peu là-dessus, mais fondamentalement, au cœur, il y a des valeurs. Donc la culture repose sur des valeurs. Alors vous voyez, ici vous avez des éléments un peu plus détaillés.
et je reprends ici les éléments de Chan qui sont très souvent évoqués et que certains d'entre vous d'ailleurs ont évoqués pendant ces 3 jours, des valeurs, des croyances et qui ont une influence sur le comportement. Et je pense qu'on peut dire d'ailleurs qu'une des concrétisations les plus habituelles des valeurs, ce sont les décisions. Toutes nos décisions reflètent nos valeurs prioritaires. Alors, ce qui est important aussi d'avoir à l'esprit, c'est que... Avance, voilà. C'est d'élargir cette notion de culture qualité au-delà du système qualité. Hein. C'est-à-dire, on parle ici d'un contexte et pas d'un ensemble de procédures. Je reviendrai sur cette notion dans un instant. Alors, ce qui fait un peu la référence actuellement dans l'enseignement supérieur, c'est la définition que l'EUA en avait donnée dans un projet qui était consacré en 2006, et vous voyez qu'il met l'accent sur le fait que c'est une valeur partagée et une responsabilité collective. Encore une fois, on reviendra sur ces éléments dans un instant. Ceci étant, cette notion de culture qualité était évoquée déjà depuis les années 80 par certains auteurs, mais c'est fondamentalement, je pense, à partir de ce moment-là que ça s'est vraiment disséminé dans le monde de l'enseignement supérieur. Alors, j'évoquais tout à l'heure l'idée que la culture qualité ne peut pas se résumer au système qualité de l'institution. Parce que des fois, ça arrive, vous rencontrez quelqu'un, on vous dit « Est-ce que vous avez une culture qualité ?» Oui, oui, on a une certification, machin truc, on a telle chose. Mais ça, c'est un peu court, en quelque sorte. C'est comme si je vous disais « Est-ce que vous avez une culture de l'accueil ?» On me dit « Ah oui, oui, on a des fourchettes, des verres, des chaises, on a même des tables. » Ça ne vous paraîtrait pas nécessairement très évocateur de la culture de l'accueil. Et alors, on a la même difficulté maintenant, et c'est pour ça que j'aimerais juste un peu préciser et analyser ces différents éléments. Et j'aime bien distinguer trois niveaux, en quelque sorte. La première, c'est effectivement la qualité en tant que valeur, c'est-à-dire l'idée que on adhère à l'idée qu'on adhère à l'idée. Enfin, on adhère à l'idée d'une amélioration, d'une recherche collective de l'amélioration. Voilà, ça, c'est cette notion de qualité en tant que valeur. On adhère à l'idée d'une recherche collective de l'amélioration. Bien sûr, il y a aussi des processus qualité. Et ces processus qualité, on les connaît, ils ont été largement évoqués pendant ces 3 jours, et ils sont souvent symbolisés par la roue de Deming et le fameux PDCA. Je n'entre pas dans le détail. Mais en fait, ce que j'aimerais aussi évoquer, c'est ce qui apparaît ici, c'est que il y a une culture qualité institutionnelle qui est liée aux valeurs sous-jacentes à ces processus. Donc, en gros, il y a l'adhésion à l'idée que chercher l'amélioration ensemble, c'est bien. On va créer des processus, mais ces processus, ils sont aussi sous-tendus par un certain nombre de valeurs et de caractéristiques. En réalité, on dit toujours, est-ce qu'il y a une culture qualité? Mon point de vue, c'est qu'il y en a toujours une. La question, c'est de savoir sur quelle valeur elle repose. Je donne ici un exemple. Voilà, vous avez deux institutions. Dans un cas, l'accent est mis sur le contrôle, sur le fait que la qualité, ça, c'est le bureau qui s'en occupe, c'est l'affaire des experts, et on va viser la conformité. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de culture qualité. Dans l'autre cas, on met l'accent sur le développement de l'institution, sur le fait que une majorité de collègues vont s'impliquer là-dedans et qu'en fait, on va essayer à s'adapter aux évolutions de l'environnement. C'est aussi une culture. Les deux ont une culture qualité, mais ce n'est pas la même culture. Donc, ce qui est différent là-dessous, ce sont les valeurs qui sous-tendent les processus. Et on va rediscuter de ça, mais c'est pour moi un élément assez important. Je vais illustrer cet élément à partir d'un petit travail que nous avions fait avec nos collègues de Louvain et de McGill. Donc, vous voyez, je suis même local. Si on s'intéresse, et c'est à partir de l'évaluation de l'enseignement par les étudiants, si on s'intéresse à l'utilisation et à l'évaluation de l'enseignement par les étudiants, comme vous voyez sur ce schéma, enfin peut-être, vous voyez qu'on peut être si je vais doucement, vous voyez, on peut être à un bord ici où on va mettre essentiellement l'accent sur le fait que ces évaluations vont soutenir le développement. Si, au contraire, on est à l'autre extrême, on est dans une optique où on va plutôt contrôler
la prestation. Et ça, c'est en relation avec un certain nombre de valeurs qui sont là, la confidentialité, enfin vous savez lire, vous lisez 3 fois plus vite que moi je parle, donc je vous vois ça. Et ce qui nous a intéressé, c'est de voir comment, à travers les règles du jeu qui étaient associées, se refléter ces différentes valeurs. Alors ça donne ce graphique de nos 3 institutions. Je pense que personne ici n'oserait dire que McGill n'a pas de culture qualité ou Louvain n'a pas de culture qualisée. Bah, peut-être Lausanne, vous oseriez, mais ça ne serait pas prudent non plus. En fait, ce que simplement vous voyez avec ces cercles là-haut, c'est la différence de culture. Pourquoi? Parce que sur ce processus spécifique, les priorités ne sont pas exactement les mêmes, pour toutes sortes de raisons. Donc c'est pour moi un élément important à soulever, c'est que dans cette notion de culture-qualité, ce n'est pas seulement une notion globale de dire la qualité c'est bien, c'est beau, c'est aussi de dire quelles sont les valeurs, les priorités qui sous-tendent les processus. Donc ça c'est un élément important parce que, de mon point de vue, les valeurs sont ce qui donne la cohérence à l'ensemble du dispositif. C'est à travers ces valeurs qu'on va pouvoir donner la cohérence à l'ensemble du dispositif. Donc, on vise l'appropriation, on vise le développement d'une culture, quelque chose qui va reposer sur les valeurs. Et j'aimerais, à ce propos, évoquer 6 enjeux. J'aurais pu chercher 7 pour que ça soit parfait, mais voilà. Ça sera 6, partirai plus tôt, et que j'aimerais rapidement évoquer avec vous. Alors, vous les voyez ici, on va les reprendre évidemment les uns après les autres. Alors, le premier enjeu, c'est ici de voir une espèce de logique globale, de cohérence. Je disais, pour moi, les valeurs, d'une certaine façon, donnent la cohérence à l'ensemble. Et donc, cette espèce d'image de cascade, vous la retrouvez dans ce schéma, c'est-à-dire dans ma perspective. L'idée, c'est qu'à partir de valeurs, ces valeurs vont s'épancher sur des concepts et des modalités, vont se refléter dans des concepts et des modalités pratiques qui vont elles-mêmes influencer des pratiques individuelles et collectives. Vous voyez cette espèce d'effet de cascade qui partent à partir des valeurs. Alors, ça suppose évidemment que le premier enjeu, c'est d'identifier les valeurs prioritaires. Quelles sont les valeurs prioritaires que vous allez identifier dans votre institution, dans les systèmes qualité? Ça s'appuie sur l'histoire, ça s'appuie sur une volonté, etc. Alors, dans ces valeurs prioritaires, on a entendu, je reprends mes notes, parce que j'ai abusé un peu de la vache folle, on a entendu plusieurs fois des valeurs comme réflexivité, transparence, pertinence, validité. Ça ne va pas plaire à mes amis québécois, evidence-based, mais c'était le plus court à écrire, concertation, etc. Donc, il y a effectivement un certain nombre de valeurs qui sont très clairement sous-jacentes au processus que vous avez évoqué. L'autre aspect qui est intéressant à considérer, c'est dans quelle mesure il s'agirait d'un ensemble de valeurs qui est à part ou au contraire qui fait partie, qui est un sous-groupe des valeurs institutionnelles. Et ça, c'est évidemment un enjeu important, c'est-à-dire est-ce qu'on va vers des valeurs juste pour la qualité, puis à part ça, on aura d'autres valeurs pour l'institution. Bon, vous voyez ici, je prends un exemple, vous voyez bien que la participation ou la réflexivité, ça peut bien sûr s'inscrire dans des démarches qualité, mais rien ne dit qu'une université ne devrait pas être ni réflexive ni participative. On peut tout à fait les englober. Donc c'est cette idée qu'on va retrouver dans les valeurs des démarches qualité, du système qualité, des valeurs qui font aussi partie de l'institution. Et c'est ce que d'ailleurs Oliver Vettori disait en conclusion le travail qui avait été fait sur la culture qualité avec je sais plus, 12 institutions pendant 3 ans, je crois, c'est cette notion qu'en fait, il peut y avoir un problème si on s'éloigne trop des valeurs institutionnelles en termes d'intégration. Et d'ailleurs, ça m'a amené, à partir de certaines communications que j'ai entendues, à réfléchir sur le niveau de superposition qui pourrait y avoir ou d'interperméabilité, non, ça ne doit pas exister, ça, mais ça ne fait rien, entre les valeurs qui sont propres à l'institution et celles qui sont,
j'ai appelé ça ici des agents de certification ou quelque chose comme ça. Voilà. Ça peut être une agence qualité externe, ça peut être un organe de normes, certification, etc. Et dans le fond, on peut se poser la question, est-ce que c'est la culture qualité qui existe qui va aller chercher un organisme qui a à peu près les mêmes valeurs? On a eu plusieurs personnes qui ont parlé de leur choix pour ISO et de ce qu'ils cherchaient. Est-ce que ça reflète, en quelle mesure ce choix reflète les valeurs prioritaires ou les valeurs de la culture qualité de cette institution? Par exemple, est-ce que si on choisit ISO, c'est parce qu'on valorise une sorte de reconnaissance internationale? Est-ce que c'est parce qu'on a des partenaires qui utilisent la même chose et on veut le faire en termes de collaboration? Enfin, qu'est-ce que ça reflète? Et surtout, c'est la question de la compatibilité entre les valeurs qui sont incluses dans ces modèles, dans ces approches, et les valeurs de l'institution. Et vous savez comme moi qu'un certain nombre de difficultés qu'il y a eu au départ dans la collaboration avec les agences qualité externes, c'est qu'elles, justement, les valeurs qui sous-tendaient leur processus étaient très étrangères ou étrangères à celles de l'institution. Les choses ont changé, en tout cas en Europe, parce qu'il y a eu un peu plus de disponibilité qui est là. Mais donc se pose la question de qu'est-ce qui se passe. Certaines communications ont montré que, dans le fond, il fallait un minimum de superposition pour que ça fonctionne. Et personnellement, je suis assez prêt à accepter cette hypothèse. Bien. Alors, si on regarde maintenant ces valeurs, donc lesquelles sont-elles? Comment les valeurs externes sont en interaction avec des valeurs internes? On peut aussi s'intéresser à quelles sont les valeurs. Si on regarde la recherche sur ce qui favorise le développement des organisations, ce qui est quand même un peu le but principal des approches qualité, des démarches qualité, très, très globalement, on retrouve ici ces valeurs-là, c'est-à-dire ce que la recherche montre qui favorise le développement des organisations, ce sont beaucoup, alors ce n'est pas exhaustif du tout, mais c'est des choses qu'on retrouve dans une bonne série de travaux sur le développement des organisations et qui donc, évidemment, peuvent facilement être envisagés comme des éléments de point de départ d'une discussion sur les valeurs sous-jacentes à un système qualité. Deuxième enjeu que j'aimerais avec vous, c'est la notion de concrétiser les valeurs. Et ça, c'est aussi pour moi une question assez importante, puisque dans le fond, on fait beaucoup de déclarations sur les valeurs, on dit beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Est-ce que nos comportements, est-ce que notre façon de faire, nos décisions reflètent nos valeurs prioritaires? Alors là, de façon un peu abusive, je vais emprunter cette citation de Gandhi dont vous vous souvenez sûrement. Si vous voulez changer le monde, vous devez être le monde que vous voulez changer. Et donc, je dis ça comme ça. Si vous voulez changer la culture, vous devez être la culture que vous voulez changer. En fait, la question qui est sous-jacente, c'est beau, c'est bien de faire un discours sur les valeurs, sur la culture, mais comment ça se concrétise? Et je pose une question à ce propos un peu stupide, pardonnez-moi, c'est comment nous prouvons-nous à nous-mêmes et aux autres que telle valeur est une priorité pour nous? Comment les nouveaux collègues de l'institution vont comprendre que la réflexivité, c'est très important, que la collaboration, c'est très important, que la validité des données, c'est très important? Comment ça va se concrétiser dans nos modes de faire? Et donc, l'idée ici, c'est de réfléchir à comment on va pouvoir concrétiser ces valeurs dans les concepts qualité et les modalités pratiques. Comment ça va aider à définir les modalités? Bon, j'aimerais, en même temps, ça paraît comme ça, une flèche, ça descend, une cascade simple. Évidemment, ce n'est pas si simple, parce qu'il y a plusieurs façons de refléter des valeurs, et des mêmes attitudes, comportements, peuvent refléter des valeurs différentes. Par exemple, si je fais une analyse poussée de mon rapport d'activité, je pourrais illustrer que c'est un comportement, dans le fond, en relation avec l'importance que j'accorde à la réflexivité. Et puis, si je me propose pour faire une synthèse élaborée d'un groupe de travail,
Ben, ça peut être aussi l'idée que j'accorde de l'importance à une deuxième valeur qui est la collaboration, mais ça peut être aussi rattaché à mon goût pour la réflexivité. Donc simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de relation absolue définitive. Ce qui est important, c'est que chacune, dans son environnement, clarifie comment ces choses se concrétisent et que ça soit un langage suffisamment commun. Donc, vous avez déjà commencé à percevoir un premier élément, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait. Et en réalité, si on regarde, j'ai fait toute une revue de littérature sur comment on pouvait observer le développement des cultures organisationnelles. Et bon, alors ceux qui me connaissent un peu savent que je suis toujours réducteur, donc c'est ma pente, donc j'ai résumé ça. Si on résume la façon qui est utilisée pour faire ça, eh bien, on peut le résumer à partir de cette sorte de matrice. Vous voyez, il y a d'une part ce que les acteurs disent, que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau de la direction, ou au niveau des collaborateurs ou des étudiants, des étudiantes, etc., ou bien quel est le discours institutionnel par rapport à ça. Et puis, il y a évidemment ce que les acteurs font, qui est la concrétisation en quelque sorte de ces valeurs. Et donc, dans le fond, cette idée de la culture qualité, elle est de se dire, OK, qu'est-ce qu'on dit sur ce sujet et qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Et j'aimerais illustrer quelques éléments de ça à partir de communications que j'ai entendues. Alors, je prendrai par exemple... Voilà, vous voyez, si on prend ici, essentiellement, ce que les acteurs disent, c'est les discours qui tiennent sur, je ne sais pas, l'évaluation de l'enseignement par les étudiants, c'est très très bien et j'adhère beaucoup, mais j'en fais jamais, par exemple, ou bien les perceptions. Les perceptions ont été beaucoup évoquées pendant ce colloque. Au niveau institutionnel, c'est davantage autour des modalités prévues, c'est-à-dire un peu, c'est une sorte de pseudo-discours de l'institution. Elle le fait à travers ses politiques et ses modalités. Et évidemment, c'est à travers les pratiques et les évidences qu'on peut obtenir qu'on peut le faire. Alors, je vais prendre un exemple qui a fait partie des communications, c'est l'utilisation d'un portfolio. Alors, quand vous prenez un portfolio, eh bien, ce que disent les acteurs, d'après ce que j'ai entendu, c'est que c'est positif. Alors, ce n'est pas que positif, mais en tout cas, il y a une appréciation positive. Donc, ils disent c'est positif. Ce que dit l'institution, c'est que c'est important, la direction dans le sens des directives et des choses comme ça, c'est important de développer des compétences pédagogiques et on soutient ce projet de portfolio. Maintenant, ce qui va être important, c'est qu'est-ce que font les acteurs à partir de ce discours. Alors, dans un premier cas, ce qu'on pourrait observer, c'est le niveau de réflexivité qu'il y a dans les rapports. Est-ce qu'il est élevé? Est-ce que vraiment les gens se sont appropriés les méthodes? Et puis au niveau institutionnel, dans quelle mesure ces portfolios sont pris en compte dans des décisions de promotion, de nomination, etc. D'accord? Donc c'est cette idée qu'on peut garder ça, et il y a eu un certain nombre d'exemples qu'on pourrait mettre là. Mais vous voyez toujours cette idée, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qui est dit au niveau individuel, qu'est-ce qui est dit au niveau collectif, qu'est-ce qui est fait au niveau individuel, qu'est-ce qui est fait au niveau collectif. Et en observant ces éléments, certaines personnes ont montré que l'adhésion à certaines démarches avait augmenté, donc on peut envisager que la culture petit à petit s'installe. Après, il faudra voir au niveau des pratiques ce qui se passe. Alors, s'intéresser à ça, bien sûr, c'est s'intéresser aux effets, puisque c'est aussi dire, dans le fond, qu'est-ce qui se passe à travers ces démarches, et plus globalement. Alors, j'ai relevé essentiellement quatre effets à travers ce que vous avez mentionné dans les communications. Alors, la première chose qu'on a souvent évoquée, c'est la modification, enfin la première que je mentionne, c'est la modification des programmes. Donc, on a modifié des programmes à travers ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet qui a été évoqué plusieurs fois aussi, c'est la modification des procédures, des démarches, ou on l'appelle comme on veut, ou des techniques, etc., etc. Autre chose qui a été aussi souvent mentionnée, c'est la mise en évidence de forces et faiblesses. Et puis là, je suis resté un peu sur ma faim, si j'ose dire, parce que dans le fond, ces forces et faiblesses par rapport à quoi? Ça n'existe pas dans l'absolu, des forces et des faiblesses. S'il s'agit de gagner mon poids en or, mon volume est une force.
s'il s'agit de payer mon assurance maladie, c'est une faiblesse. Et donc, dans le fond, ce que je n'ai pas entendu beaucoup, c'est quelle est la référence par rapport à cette force, cette faiblesse? Et est-ce que cette référence, elle est explicite? Est-ce qu'elle est partagée? Quelle vision on a de la mission de l'université, par exemple, etc. Donc là, j'ai trouvé que c'est aussi un élément intéressant de reclarifier quelle est notre référence par rapport à cette notion de force et faiblesse pour sortir du point de vue strictement individuel. Et évidemment, quelque chose qui a été mentionné à moult reprises, c'est le développement de la réflexivité. Alors ça, évidemment, ça réjouit tout le monde parce qu'on aime bien que les humains pensent, et ça, c'est quelque chose qui a été là. Et c'est assez intéressant, je le souligne, parce que dans le fond, ça donne aussi le signe d'une appropriation de ces démarches. Le fait que la réflexivité augmente, ce qui a été souligné, ça donne un signe d'appropriation de ces démarches par rapport à juste cocher des cases. Ce qui m'a marqué aussi dans ce que j'ai entendu sur les effets, en quelque sorte, c'est qu'on a beaucoup entendu d'effets en termes de perception. La perception a changé. Et on voit qu'il y a des outils à disposition. Donc si on réfléchit au discours institutionnel, l'institution donne des outils. On ne sait pas encore bien ce que les acteurs en font, ni ce qui se passe quand les acteurs utilisent ces outils. Donc là, on voit qu'il y a encore une marge de progression pour mieux mettre en évidence l'effet de ces démarches. Mais voilà, c'est un cheminement progressif qui s'en vient, comme on dit. Ensuite, le troisième enjeu que j'aimerais souligner, c'est la nécessité de réguler les tensions entre les valeurs. Ceux qui me connaissent savent que je dis toujours, et je dis toujours que je le dis toujours, que tous les systèmes qualité sont des systèmes en tension. Ce sont des systèmes en tension parce qu'ils doivent répondre à des attentes différentes, sinon carrément contradictoires. Donc, tous les systèmes en qualité sont des systèmes en tension, y compris, on va retrouver ça, au niveau des valeurs qui sont sous-jacentes à ce système. Alors, je prends ici un certain nombre de valeurs qui sont souvent évoquées, et mon discours, un peu niais, un peu réducteur, c'est de dire chaque valeur, si elle n'est pas en tension avec une autre valeur, devient un vice. Vous voyez bien que c'est juste une formule, mais c'est quand même ce que je voudrais souligner. Parce que prenons un des exemples qui est tout à fait classique. Prenons la tension qu'il y a entre la documentation et la réflexivité. Si vous ne vous occupez que de la documentation, ben vous fabriquez juste de la bureaucratie. Mais si vous ne vous intéressez qu'à la réflexivité sans documentation, ben c'est juste jaser. Hein, et ça ne va pas faire avancer vraiment le processus. Et donc, ça pose la question de quelles sont les informations vraiment utiles et pertinentes. Et Michaela Martin, dans la première conférence, a bien montré dans sa recherche qu'en fait, il y a plein de données qu'on n'utilise même pas. On a vu ça aussi chez nous. Du coup, on a décidé d'en supprimer la moitié parce que personne ne les utilisait. Simplement, on se cassait les pieds. Ouais, ça va. On se cassait les pieds à les récolter. D'accord ? Mais on doit sans arrêt régler cette tension parce que, comme je l'ai dit, chacun a des idées différentes sur ce qui est important. Certains, ça va être la documentation, d'autres, ça va être au contraire de passer plus de temps à réfléchir, et il va falloir se mettre d'accord sur des règles du jeu qui permettent de régler cette tension. Quatrième enjeu que j'aimerais évoquer, c'est l'engagement du leadership. Bon, ça c'est quelque chose qui est éminemment évoqué, je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus, mais quand même le souligner avec force, tout simplement déjà parce que c'est les leaders qui créent la culture. Je vous donne ici quelques citations hein, que vous voyez ici, et en même temps qui sont une influence majeure sur ce qui se passe au niveau de la qualité. Donc, j'ai déjà évoqué cette idée que pour moi, la qualité et la culture qualité ne peuvent pas se développer sans à la fois un appui méthodologique et à la fois un appui politique. C'est les deux jambes de la qualité. L'EUA, dans ses recommandations il y a quelques années, soulignait aussi l'importance de l'implication de leadership. Fabrice Hénard, dans une étude auprès d'une vingt et quelques universités dans le monde, où il essayait de dégager les facteurs d'amélioration de la qualité de l'enseignement, avait mis en évidence la forte implication du leadership, plus d'autres facteurs que vous voyez qui sont aussi parfois dépendants de ce leadership.
Donc ça, c'est pour moi évidemment un élément tout aussi déterminant que la qualité méthodologique des démarches qui sont proposées. Alors cette intervention du leadership, elle est à deux niveaux de mon point de vue. Elle est d'une part au niveau de maintenir la cohérence du système et la cohérence avec les valeurs et la pertinence du système, et d'autre part de créer l'adhésion à ce système. Puisque j'ai dit tout à l'heure, on parle de valeurs, donc il y a un enjeu d'adhésion. Et puis il y a quelque chose qui est un peu lié à ça, c'est la notion d'expliciter la relation entre valeurs et décision. Très souvent, il y a des décisions, on dit mais pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont décidé ça, pourquoi les résultats de l'évaluation de l'enseignement par les étudiants ils sont confidentiels, ou bien pourquoi ils sont affichés dans l'ascenseur, c'est pas ça qu'il fallait faire. En réalité, chacun a son avis sur la décision qu'il faut prendre. Et chacun pense, c'est ce que je racontais hier soir, chacun pense être rationnel en disant bah, c'est évidemment ça qu'il faut faire. Mais parce que chacun a en tête, ça ne s'allume pas ça ? Ouais. Chacun a en tête une valeur sous-jacente qui est associée. Or en fait, donc, ce qui apparaît, ce n'est pas que la décision est rationnelle, c'est que la décision est cohérente avec cette valeur-là. Et si on prend ici ce même exemple que j'évoquais de l'enseignement, il n'y a pas une bonne façon de faire, mais il y a une façon, si je veux privilégier le développement personnel et professionnel, peut-être que j'ai intérêt à ce moment-là à prendre une décision de confidentialité, mais au contraire, si je pense que c'est l'émulation qui est importante et de publier les résultats va jouer un rôle d'émulation, alors je vais prendre une autre décision. Et donc, ce qui est important, je pense, en termes de développement de la qualité, c'est de montrer pourquoi on fait ça comme ça, pourquoi on communique comme ça, pourquoi on a décidé ça en fonction de ces valeurs prioritaires. Encore une fois, c'est une façon d'asseoir la cohérence. Et plus globalement, la question qu'on peut se poser, c'est quelle décision du leadership, la direction, quel que soit l'étage, reflète l'importance accordée à la qualité. Desquelles de leurs décisions on peut déduire cette importance? Je laisse la question ouverte, vous pouvez y songer. Cinquième enjeu que j'aimerais évoquer, c'est la nécessité de s'inscrire dans la durée. Alors, on l'a dit, c'est un processus au long cours. Donc, c'est pour moi quelque chose qui se développe comme des ronds dans l'eau. Et si vous regardez la recherche sur les changements culturels, il ne se passe rien en dessous de 5 ans. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même avancer avec une certaine intensité dans la persévérance. Alors, comment je vois ça? Moi, je vois ça de cette façon-là. C'est-à-dire, pour moi, le développement d'une culture qualité, il se passe sur 2 axes. D'accord ? D'un côté, il s'agit de faire en sorte que plus en plus de personnes adhèrent à ces démarches et ils s'y retrouvent et s'impliquent dedans. Et c'est ce que plusieurs personnes ont expliqué dans leur communication, qu'il y avait toutes sortes de différents phénomènes où plus de gens s'impliquaient sérieusement. L'autre aspect, c'est l'autre axe qui est là ici, c'est qu'au contraire, on va faire intervenir ces choses dans plus de domaines, aller plus dans le détail. On faisait peut-être des programmes, on va faire des facultés, on faisait, enfin, etc., etc., vous avez compris. Et pour moi, le développement de la culture qualité, c'est la conjonction des deux. C'est-à-dire que non seulement ça va concerner davantage d'activités, mais en plus en plus de personnes vont s'impliquer. Et évidemment, il va y avoir une sorte de cercle vertueux qui va s'installer à partir de ça. Et c'est-à-dire que quand la culture se développe, il y a davantage de démarches qui vont se faire, et quand les démarches se font, évidemment, ça développe aussi la culture qualité. Mais si je me réfère à ce que vous avez dit dans vos communications, ce n'est pas un cercle qui marche tout seul. Et il y a un certain nombre de critères que vous avez évoqués, c'est que cette résonance, en quelque sorte, doit s'appuyer sur un certain nombre de choses. J'en ai évoqué ici 3, mais on pourrait discuter. C'est d'une part la cohérence avec les priorités stratégiques, c'est-à-dire pour que ces choses fonctionnent, c'est un élément important. La deuxième chose, c'est la clarification des objectifs des démarches, parce que souvent, quand on est impliqué dedans, ça nous paraît évident pourquoi il faut faire ça. Voilà, c'est évident pourquoi ça contribue au développement de l'organisation, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Et je vous rappellerai
la loi de l'ANARES, on surestime toujours la compréhension que l'autre a notre point de vue. Ça, c'est pour faire un peu... voir si vous dormez ou pas. Et le dernier point, évidemment, que plusieurs ont mentionné aussi, c'est la nécessité de flexibilité, de s'adapter et de tenir compte de ses besoins. Donc, on doit répondre aux besoins, on doit pouvoir être flexible, on doit pouvoir les écouter, et c'est des éléments que plusieurs d'entre vous ont mentionnés dans leur communication. Alors, si vous me permettez cette bouffée narcissique, j'avais il y a quelques années évoqué ma propre vision de ce qu'était une culture qualité établie, et tout simplement, c'est un peu bête, mais ça fait rien, c'est tout simplement quand chacun dans l'institution voit la pertinence des démarches et s'implique là-dedans. Voilà pour moi la façon de concrétiser ça. Sixième et dernier enjeu, et il sera assez court, c'est la communication. Il sera assez court parce qu'il est assez évident. Comme on l'a dit, des valeurs en quelque sorte, c'est des croyances, c'est des préférences. Rien ne dit que la transparence, c'est mieux qu'autre chose. Qu'est-ce que ça pourrait être? Que la convivialité. Enfin, il n'y a aucun élément définitif, il n'y a aucun élément décisif qui dit qu'une valeur est supérieure à une autre. Simplement, on adhère ou on n'adhère pas. Donc, l'enjeu qui est là quand on veut développer la culture qualité, c'est évidemment un enjeu majeur de communication. Alors, il faut communiquer, bien sûr, sur les intentions, les objectifs, pourquoi on fait ça, etc., sur les bénéfices. Et plusieurs d'entre vous ont insisté dans leur communication sur l'importance de mettre en évidence les bénéfices pour les acteurs, pour entraîner cette démarche, et aussi communiquer, comme ça a aussi été évoqué par plusieurs, pour permettre de recueillir des attentes et les besoins des différents acteurs. Donc, pour résumer, voilà, en quelques mots, mon propos, je pense que et vous l'avez en partie dit dans vos communications, les effets dépendent de l'appropriation que chacun peut faire de tout ça, et donc ça vise un changement culturel. Ça me paraît... c'est pas très lisible, pardonnez-moi. Un élément déterminant de ce processus, ce sont les valeurs et leur concrétisation. Comment ces valeurs, ces priorités, à la fois donnent la cohérence au système et se concrétisent, ce qui renforce cette cohérence. Bien sûr, je veux encore le souligner, il y a un rôle décisif de leadership de l'institution, etc. Mais enfin, j'aimerais rappeler que c'est d'une vision à long terme, que ça se compte en beaucoup d'années. Les changements culturels sont très longs et les universités ne sont pas nécessairement les institutions les plus rapides à changer. Et je terminerai en détournant honteusement une citation de Mme Kay. La culture, c'est ce qui vous reste quand on a tout oublié. Et j'espère donc que quand on aura oublié toutes les démarches qualité, il restera la culture. Merci Jacques. Et on a le temps maintenant de quelques questions. Là devant. Bonjour, Samuel Vaillancourt, d'ici même à l'Université de Montréal. J'ai trouvé la présentation extrêmement intéressante. C'est pas facile de faire un résumé aussi exhaustif. J'aurais toutefois une question qui se formule en 2 points. D'abord, vous avez beaucoup parlé de valeurs et à juste titre, je crois. Par contre, dans la culture qualité, dans toutes ces démarches qui sont mises en place, beaucoup de travaux montrent que la construction d'une compréhension commune, et vous l'avez montré un peu par la règle ANARES, il joue aussi par beaucoup, d'une part, donc peut-être même au-dessus des valeurs dépendant de comment vous construisez votre modèle, et en dessous de cela, il y a peut-être encore, je crois, à l'intérieur des universités, les intérêts divergents des acteurs. J'aimerais vous entendre sur cette question. Et en parlant des acteurs, j'aimerais aussi savoir ce que vous pensez de la relation inverse ici en Amérique du Nord,
particulièrement au sud de la frontière, il y a toute une tradition du sense-making américain, donc de la construction de sens que font les acteurs quand on parle d'appropriation d'une culture qualité, qui joue non seulement sur la manière dont ils vont s'approprier la culture qualité, mais dont ils vont changer l'institution. Donc, en parlant d'effets, renversons un peu la question. Quels sont les effets après plusieurs années de construction d'une culture qualité dans plusieurs organisations sur la culture qualité elle-même? Merci. La première, bon, je commence par la deuxième, je m'en parlerai à la première. C'est quelque chose qui est dynamique, évidemment. Et donc, dans le fond, c'est à un moment donné, c'est ce qu'on peut observer, c'est-à-dire qu'une culture s'établit en mettant en évidence, en exergue un certain nombre de priorités ou de valeurs et de pratiques. Dans la mesure où les acteurs adhèrent plus ou moins, ils vont aussi, à travers leur participation, influencer ça. Et donc, si on regarde ça, on voit qu'il y a une évolution de cette culture, même si certains éléments restent au cœur. Il y a d'autres priorités en tout cas, qui apparaissent à la lumière, qui étaient peut-être là, mais un peu moins évidents. Ça, c'est clair. Mais justement, dans le fond, si dans cette idée-là de culture qualité, c'est l'enjeu, c'est un enjeu d'adhésion parce qu'on doit obtenir l'implication. Si les gens ne s'impliquent pas, ça ne va pas fonctionner. Ça veut dire on va faire des choses, mais on ne va pas être dans une démarche où on se sera approprié qualité. Donc, la participation, elle est, de mon point de vue, elle est importante par rapport à ça quand on parle de culture. Et c'est à travers, à mon avis, les interactions qu'on arrive, c'est aussi mon expérience à titre personnel quand je me suis occupé de ça, c'est à travers des interactions qu'on arrive à échanger sur ces valeurs, à élaborer un consensus pour tenir compte de ces attentes qui peuvent être très divergentes. Et ça peut prendre effectivement un certain temps jusqu'à ce qu'on se mette d'accord. Mon point de vue, et mon expérience, c'est qu'une fois qu'on a passé du temps à se mettre d'accord sur des valeurs, comme toutes nos décisions sont liées à nos valeurs, ça facilite un peu les choses par la suite. Mais peut-être pour donner un exemple personnel, chez nous, ça nous a bien pris une année pour nous mettre d'accord sur quelles seraient les valeurs et les priorités sous-jacentes à nos procédures qualité. Sauf qu'après, il y a eu deux bénéfices. Le premier, c'est que on discutait plus trop dans des ajustements. On pouvait toujours dire, OK, si on doit changer ça, qu'est-ce qui est le plus cohérent? Et le deuxième bénéfice, c'est parce qu'évidemment, le système s'est développé, quand on devait créer des nouveaux processus qualité, nouvelles démarches, on disait, si cette démarche doit être cohérente avec nos priorités, comment est-ce qu'on devrait la fabriquer? Ce qui fait que le bénéfice a été après, mais ça a pris du temps et c'est des systèmes instables parce que, comme je disais, c'est tout le temps des systèmes en tension. Les demandes changent et les acteurs changent. Donc, très souvent, vous avez une commission. Dans notre cas, par exemple, on avait une commission participative avec tous les points de vue qui étaient là-dedans. Tout d'un coup, il y a plusieurs personnes qui changent. Il faut recommencer à reclarifier. Pourquoi? C'est jamais fini. C'est pour ça que j'évoquais cette ligne de crête. Donc, ouais, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. On peut discuter après. Ceci étant, je n'ai pas essayé de résumer vraiment ce qui s'est dit ces 3 jours. Je me sentirais très malheureux vis-à-vis de toutes les présentations qui ont été faites. C'était ça l'idée. Alors voilà, c'est déjà la fin. Mais vous aurez certainement... Est-ce que vous m'entendez? Vous aurez certainement un peu de temps pour jaser en prenant vos manteaux avant de quitter. Mais puisque c'est le G3, alors on a décidé de faire le mot de la fin en trinôme, alors de ce colloque sur les effets des démarches qualité. Et moi, je me suis posé la question, mais quels sont les effets de ce colloque sur la qualité? Ou je devrais dire de ces colloques sur la qualité. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que parmi les présentations auxquelles j'ai assisté, il y a plusieurs collègues qui ont fait mention « Ah, bien là, j'utilise cet outil-là parce qu'au colloque de Genève, il y avait quelqu'un qui utilisait cet outil. Ou je vous présente ceci grâce à la rencontre que j'ai faite à Bruxelles. Et depuis, on échange et on travaille en collaboration.
Donc, je me dis, ben oui, ça a donné quelque chose, ces colloques, et j'espère que celui-ci aura le même impact. J'ai pu observer beaucoup d'interactions entre vous, des présentations riches, un choc des idées grâce à vos interventions et au partage de vos expériences, mais aussi de vos expertises très riches. Et je me disais que, encore là, je vais utiliser un exemple chimique. Alors, je me disais que ce colloque, c'était un creuset pour une réaction exothermique. Alors, encore là, l'allégorie de la météo. Alors, l'exothermique, vous savez, l'exothermie, ça crée de la chaleur. Alors, je vous parlais depuis avant-hier qu'il faisait froid ici. Alors, grâce à cette réaction exothermique, on s'est un peu réchauffé le cœur et on s'est réchauffé le corps. On s'est réchauffé, on a créé une explosion d'idées, de projets. Et dans une réaction, il y a un catalyseur. Bien, le catalyseur, c'est le G3 et mes collègues du Bureau de la promotion de la qualité que je veux remercier énormément pour votre travail. Vous savez, j'ai toujours la misère à dire merci. Votre travail pour organiser ce colloque, en plus de vos responsabilités très lourdes habituelles. Alors, merci à tous mes collègues de l'équipe du Bureau de promotion de la qualité. Alors, j'aimerais aussi remercier toute l'équipe de Claude Magnaud pour l'organisation de ce 3e colloque qualité du G3, qui est un grand succès, puisqu'on a battu les records de participation, puisque tant à Bruxelles qu'à Genève, il y avait plus de 180 participants qui venaient de l'ensemble du monde francophile. Et cette fois-ci, on a été plus de 220, donc c'était un très beau succès. On en est très fiers au G3. Donc merci encore une fois à l'équipe de Claude et à Claude pour l'organisation de ce colloque. On m'a demandé de dire quelques mots sur le bilan. Alors justement, ce bilan, il a été fait par les propos de Claude il y a quelques minutes. Je vous ai donné des chiffres qui montrent que finalement, notre idée de départ, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on s'est rencontrés en 2012, quand le G3 a été créé, c'était pour faire rapprocher les chercheurs de nos 3 universités qui travaillaient dans différents domaines. Et Claude et moi, on s'est retrouvés dans une séance où elle représentait la pharmacie, moi l'astronomie, pour voir dans quel domaine on pouvait explorer. Et puis, par hasard, on s'est retrouvés qu'on était les deux aussi en charge de la qualité. Et on s'est dit, tiens, on pourrait organiser quelque chose. Et on a contacté nos collègues de Bruxelles et ils étaient partants. Et on avait estimé qu'il manquait quelque chose dans le monde francophone pour justement débattre de ces questions de qualité qui, très souvent, avait lieu dans des colloques plutôt orientés vers des modèles anglophones. Et donc, on a choisi d'essayer de créer quelque chose. Notre ambition, c'était de dire, si on arrive avec le premier colloque à avoir 100 participants, ça serait super. Et puis, force est de constater finalement, avec vos participations aux 3 éditions, que la place qu'on avait imaginée, c'était un besoin. Je pense qu'on a réussi à créer un réseau et comme l'a souligné Claude, c'est un réseau qui permet un espace de discussion, un espace d'échange sur ces questions de qualité qui se déclinent dans différentes cultures dans le monde de la francophonie. Et ça, on l'a fait aussi grâce, et je tiens à le remercier tout spécialement l'AUF qui nous a à chaque édition aidé et soutenu dans l'organisation de ces colloques. Donc merci à l'AUF. Et puis, c'est donc aussi un endroit où ce sont les échanges de bonnes pratiques, où on espère que les gens retournent dans leurs universités avec de nouvelles idées, avec des pratiques peut-être innovantes qu'ils ont pu avoir par des discussions, par les présentations multiples qui ont eu lieu pendant ces quelques jours de colloque. Donc j'aimerais aussi vous remercier, les participants, parce que vous animez aussi ce réseau, cet espace de discussion. Et vu le succès, on a décidé, on était parti pour 3 colloques dans chacune de nos 3 universités, mais on a décidé de poursuivre l'aventure et de refaire un colloque donc dans 2 ans. Et c'est pour ça que je vais vous passer la parole à Sandrine Canter qui va vous en parler.
Donc, comme vient de le dire Stéphane Berthet, on pense qu'il reste un besoin de continuer à poursuivre, à échanger. Et donc, on se propose de réorganiser, toujours sur le cycle de 2 ans, donc en 2020, un premier colloque. Donc, à voir si on refait un cycle de 3 colloques, on va voir vos idées. Et donc, ça me permet de dire qu'on va envoyer, enfin, l'équipe organisatrice va vous envoyer une enquête de satisfaction, d'abord pour avoir vos retours sur ce colloque-ci, voir ses points forts, ses points faibles, et pour qu'on puisse enrichir le prochain. Mais aussi, pour avoir, on a cogité un petit peu, jasé un petit peu mardi soir, ensemble, pour voir et essayer d'identifier une série de sujets ou de thématiques à aborder. Mais je pense que ce qui est important, c'est de répondre à ce que disait Jacques tout à l'heure, c'était répondre aux besoins et aux attentes des acteurs, étant tous acteurs. On va vous les soumettre et on va voir celles qui essayer d'identifier les bons sujets pour qu'en 2020, à Bruxelles, cette fois-ci, donc on vous réaccueillera à l'Université libre de Bruxelles, on puisse vous proposer des thématiques et refaire appel à vos communications, à vos idées, à vos échanges de pratiques. Donc voilà, faites attention à vos mails, à la fois au mois de novembre pour cette enquête et surtout qu'on a besoin de vous pour la suite et pour l'organisation du colloque à l'ULB Bruxelles en 2020. Voilà. Donc c'est un rendez-vous. Oui. Merci. À la prochaine.